Bien, merci à vous d'être venu pour cette conférence sur Daniel Darieux que j'ai intitulée Daniel Darieux, une star, 80 ans de cinéma, pour souligner cette exceptionnelle longévité qui n'a pas beaucoup d'égal dans l'histoire du cinéma. Elle a commencé à l'âge de 13 ans et demi et elle a terminé son dernier film, elle avait 93 ans. Donc c'est vraiment singulier dans l'histoire du cinéma qu'une telle longévité. Alors Daniel Darieux, c'est donc 103 longs métrages, parmi lesquels des chefs-d'œuvre célèbres comme Madame II, comme Les Demoiselles de Rochefort, des grands films populaires comme Marie-Octobre ou Huit femmes, des perles aussi à redécouvrir, je pense à Battement de cœur, je pense à Occupe-toi d'Amélie, des pépites méconnues comme La crise est finie ou Le dimanche de la vie, et puis il faut le dire aussi quelques nanars, mais qui sont parfois tout à fait savoureux, tout à fait étonnants, comme celui des années 70, Rose rouge et piment vert, dont j'aurai l'occasion de reparler. Donc Daniel Darieux, vous l'avez compris, elle a embrassé toute l'histoire du cinéma, du film d'auteur au film populaire, et elle a même fait quelques incursions dans le cinéma hollywoodien. Alors comment a-t-elle fait pour durer si longtemps? Eh bien parce que c'est une actrice exceptionnelle. Max Ophuls, qui a beaucoup compté pour elle, comme vous le savez certainement, disait, je le cite, « Elle sait parfaitement s'imbiber de mes convictions comme une idéale éponge intellectuelle pour les faire égoutter ou s'il le faut les déverser dans les scènes à jouer avec une précision de mathématicien. » Cette précision a été louée par beaucoup de réalisateurs. Je pense par exemple à Jean Quérol qui a réalisé un film avec Darieux, qui disait d'elle qu'elle était juste un battement de cils près. Et je pense que cette précision de jeu est due, cette justesse dont parle Marcel Achard, dont j'ai mis la citation là sur la diapositive, est due à son sens de la musique. Or, elle a été musicienne très jeune, elle vivait dans un milieu très musicien, très mélomane, son père était jouait très bien du piano, sa mère était professeure de chant, elle a appris à chanter, elle a joué du violoncelle très jeune, et je pense que c'est là que s'origine en fait ce sens du tempo et cette justesse. D'ailleurs, dès les années 30, on parle de Darieux comme d'un Stradivarius de l'écran. Alors c'est une expression qu'on va retrouver après dans La bouche de Demy, par exemple. Mais dès les années 30, cette métaphore vient spontanément à des critiques. Daniel Darieux, ce n'est pas seulement un visage, vous le savez, très photogénique et une voix, c'est aussi un corps longiligne, extrêmement souple et qui déploie une grâce tout à fait exceptionnelle. Dès qu'elle bouge, elle est d'une grâce infinie. Ce que dit d'ailleurs Catherine Deneuve dans le petit texte qu'elle a écrit pour mon livre sur la 4e de couverture. Voilà, cette grâce a marqué beaucoup de réalisateurs et quelqu'un comme Deneuve, certains donc de ses partenaires. Alors, elle a cette particularité, Darieux, aussi d'être aussi douée pour la comédie que pour le drame. Elle a une aisance vraiment dans tous les registres de jeu, et elle avait aussi cette particularité que avait perçue Max Ophuls, c'était de teinter ses sourires d'une pointe de mélancolie et inversement sa mélancolie d'un soupçon d'ironie. Et ça, c'est aussi, cette ambivalence est aussi une des singularités du jeu de Daniel Darieux. Alors, on choisit d'être comédienne, mais on ne choisit pas d'être une star, et Daniel Darieux est une star dès le milieu des années 30. Il y a d'autres comédiennes douées. Pourquoi est-ce qu'elle est, elle, une star, alors que d'autres ne sont que des vedettes? Eh bien, je pense que c'est parce que, au milieu des années 30, elle va incarner à l'écran un nouveau type de femme que l'entre-deux-guerres appelle la femme moderne. Alors c'est aujourd'hui une expression un peu banale et galvaudée. J'ai choisi d'intituler mon livre Daniel Darieux une femme moderne parce que donc elle incarne ce nouveau type féminin dans les années 30 et elle est un peu la seule dans le cinéma français de cette époque. Il y a
des actrices aux États-Unis qui incarnent ce nouveau type de femme. Je pense par exemple à Katharine Hepburn, qui est un modèle revendiqué de Darieux. C'est la seule actrice à qui elle a jamais demandé un autographe. Il y a également d'autres actrices, je pense à Carole Lombard, Claudette Colbert, et Darieux est la seule, au fond, à savoir incarner cela à l'écran dans les années 30. Et du coup, les jeunes femmes de son époque vont s'identifier à elle. La presse va se faire l'écho de cette espèce de fascination qu'a le public pour cette jeune femme qui incarne donc ce modèle. Alors, je vais reparler de ce que ça recouvre que cette femme moderne, un petit peu après. Alors après, évidemment, comment on arrive à se maintenir comme star, parce qu'elle a réussi à rester une star dans les années 50, je le verrai aussi après, elle a réussi à se maintenir malgré l'arrivée de nouveaux visages. Je pense par exemple à Bébé, Brigitte Bardot, et au passage, vous le savez peut-être, avant Bébé, il y a eu Dédé, puisque c'est la première actrice française à avoir été nommée de ses seules initiales. Cette star, Ozon l'a souligné, enfin son statut de star l'a souligné en 2002 lorsqu'il l'a choisie pour incarner un peu la doyenne de ces 8 femmes, de ces stars. Donc, et donc, à la fin de sa carrière, elle garde cette aura de star. Alors, je vais parcourir maintenant un peu chronologiquement toute la carrière de Darieux pour vous donner je vais faire un peu le guide en fait dans cette carrière, afin que vous puissiez ensuite, quand vous allez revenir, je l'espère, nombreux, voir les films de Darieux, que vous puissiez avoir des repères. Et je vais commencer par bien les débuts, évidemment, par son premier film, donc 1931, donc elle a 13 ans et demi, c'est rare à l'époque d'être castée aussi jeune. Souvent, les personnages d'adolescents sont incarnés par des gens un peu plus âgés. D'ailleurs, l'homologue de Darieux, puisque Le Bal, donc film de Wilhelm Thiele, qui est un réalisateur autrichien, c'est une version multiple, comme ça se pratiquait à l'époque. Donc il y a une version en allemand, une version en français. Et son homologue allemande, elle a 21 ans. Or, le personnage est censé avoir 13-14 ans. Donc elle a l'âge du rôle. Alors, comment est-ce qu'elle va être castée? En fait, sa mère, donc qui est professeure de chant, a une élève qui gravite une élève adulte qui gravite dans les milieux de la production. Enfin, son mari, en fait, est proche de producteurs, et elle va donc entendre parler de la recherche d'une actrice pour incarner donc un rôle important dans ce film. Et la petite Danielle ne perd pas une miette de ce que raconte cette dame à sa mère. Elle va vouloir passer les essais. Et donc, elle va évidemment taper dans l'œil du réalisateur et des producteurs. Elle est très photogénique, elle est ravissante, elle sait chanter. Or, à l'époque, c'est la mode d'insérer des chansons dans les films, donc ça tombe bien. Et puis surtout, elle n'a pas de formation d'actrice de théâtre, contrairement à ses homologues de l'époque. On est au tout début du parlant, donc on va aller chercher des acteurs qui viennent du théâtre, du music-hall, des acteurs qui parfois ont un jeu un peu appuyé, un peu déclamatoire. Elle est spontanée, elle est naturelle, et ça va être tout de suite remarqué par la critique de l'époque. Donc elle va tout de suite avoir du succès et enchaîner les films. Ce jeu naturel va plaire particulièrement, je pense à 2 réalisateurs qui ne sont pas français, mais qui passent par la France. Billy Wilder, qui, quand il réalise son film avec Daniel Darieux, en fait, n'est pas encore réalisateur. Enfin, il était scénariste en Allemagne. Donc il fuit le nazisme, il passe par la France avant de partir pour Hollywood, et il va choisir Darieux et va particulièrement exploiter justement ce naturel et cette modernité de son jeu dans ce film, donc Mauvaise Graine, qui est un film qui a souvent été vu comme un peu précurseur de la nouvelle vague, parce que les tournages s'effectuent très peu en studio, donc les tournages se font à Paris, dans les rues un peu à l'arraché. Autre réalisateur qui va être sensible au jeu de Darieux, c'est Robert Siodmak, qui est allemand, qui fuit aussi le nazisme, pour les mêmes raisons que Wilder, parce qu'ils sont juifs tous les deux. Siodmak, lui, va faire plus de films en France, une dizaine de films, et donc il va choisir Darieux pour cette comédie très enlevée, qui est La crise est finie, une comédie musicale à l'américaine,
dans laquelle d'ailleurs Darieux joue avec Albert Préjean, qui va devenir un de ses partenaires privilégiés sur plusieurs films. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, bon, Sionmac dit beaucoup de bien de Darieux autour de lui, et Yves Mirande, qui était un auteur dramatique, mais aussi scénariste, entend parler de ce phénomène Darieux, et il vient sur le plateau l'observer. Et il va aller voir, à la fin de son observation, Daniel Darieux, et va lui dire j'avais une idée qui me trottait dans la tête, qui était un peu vague, et maintenant que je vous ai observé, cette idée s'est fixée, et je vais revenir vous voir. Et il lui a écrit ce scénario, qui est celui de Quel drôle de gosse, qui sera réalisé par Léo Johannon. Un film qui va faire beaucoup pour la popularité de Daniel Darieux, et qui va définir de façon assez nette les traits de ce personnage de la jeune femme moderne. Alors, quelles sont justement ses particularités? La jeune femme moderne, alors elle veut être libre, elle veut en découdre avec l'autorité patriarcale, elle est pétulante, elle est sémillante, elle est un peu hors contrôle, elle est impertinente, elle est effrontée. Elle renverse aussi parfois on va dire les rôles traditionnels hommes-femmes. Vous la voyez là sur ce photogramme que j'ai choisi, où elle poursuit en fait un personnage et carrément elle va lui mettre un coup de poing dans la figure. Donc c'est un personnage comme ça qui va ressembler, donc je l'ai déjà dit, mais à certains personnages de screwballs américaines, de screwball comédies américaines, donc de la même période. Donc à partir de là, Darieux va enchaîner sur plein de comédies dans lesquelles elle va incarner à nouveau ce personnage, modelé sur ce qu'elle est aussi dans la vie, parce que dans les médias de l'époque, les journalistes racontent qu'elle est comme ça dans la vie, hein, elle tient pas en place, etc. Alors elle va jouer donc par exemple dans Club de femmes, où elle est une chorus girl qui a un enfant hors mariage, ce qui est assez peu fréquent dans les films de cette époque. En tout cas, elle n'est pas stigmatisée, en tout cas dans le film, comme fille-mère. Bon. Elle va jouer également dans un film réalisé par celui qui est déjà son époux à ce moment-là, qui est Henri Decoing, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, j'en reparlerai de lui, qui est Mademoiselle ma mère. Vous la voyez, en fait, c'est le photogramme où on la voit, c'est le port de Monaco, voilà, que vous reconnaissez peut-être, où elle est avec Alerme. Elle joue également dans une comédie dont je vais montrer après des extraits, qui est Un mauvais garçon, qui est peut-être la comédie la plus féministe de cette période, même si, in fine, le personnage de la femme moderne va être un petit peu contrôlé, puisqu'à la fin, il faut toujours qu'elle rentre dans le rang dans ces comédies. Hein, ça, c'est un petit peu les scénaristes, ils sont tous des hommes à cette époque-là, qui veulent quand même canaliser le phénomène de ces femmes qui veulent se libérer. Mais vous allez voir, elle est tout à fait effrontée dans le film. Et puis, il y a quand même aussi parfois des films avec une tonalité un peu plus dramatique, comme Abus de confiance, qui est aussi réalisé par Decoing, dans lequel elle joue le rôle d'une femme, d'une jeune femme qui veut être avocate, qui devient avocate. Donc parfois, son personnage est pris aussi au sérieux. Alors, voici un extrait d'Un mauvais garçon. D'abord, arrête pas celui qui alors, complètement. Pose la cigarette. Tiens-toi convenablement. Et maintenant, ne doute plus rien. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Voilà. J'ai compris ce soir que je ne tiendrai jamais à bout de ton entêtement, qui n'a d'égal que celui de ta mère. Donc, je capture. Tu veux être avocate? Oui, papa. Tu le seras. Oui. Oh non! Je t'en prie, laisse-moi aller jusqu'au bout. Je pousserai même le sacrifice jusqu'à t'aider pour que tu réussisses dans cette voie que tu as choisie. Je te louerai un petit appartement pour recevoir tes clients. Marie passera à ton service, elle t'apporte à la machine à écrire, par conséquent une petite serviteur de dactylo. Je t'offrirai une petite voiture pour aller au palais. Et je te ferai des mensualités pour que tu puisses attendre les clients. Seulement, écoute-moi bien. Si dans 18 mois, tu n'as pas déjà un semblant de situation, enfin si tu n'as pas un peu le calendrier, je te dirai, ma fille, pose ta cigarette. Je te dirai, ma fille, rentre à la maison, épouse un brave garçon et fais-moi grand-père.
Et tu passes ce que je te dirais de faire pour me remercier d'avoir fait ce petit désir. Oui, papa. Et voilà. Oui, attends, couche pas pour de bon. Oh, qu'est-ce que tu fais encore? Tu es très chic, papa. Tu es vraiment très sport. C'est pas me dire ça. C'est pour me faire ça que tu vas faire. Oh, c'est si. Oh, si dans 10 mois. Non, j'ai déjà dit ça. Voilà, donc c'est un extrait vraiment qui permet de cerner ce personnage. Alors à l'écoute du jazz sur sa TSF, elle fume des cigarettes comme un pompier. À l'époque, on ne savait pas à quel point c'était nocif, la nicotine. Donc pour les femmes, c'était un geste émancipateur que de fumer. Et puis donc elle veut être avocate, elle veut pas se marier, elle veut pas d'enfants. Au passage, vous verrez aussi, vous avez aussi vu, donc elle était très burlesque dans son jeu, avec ses mines, son nez retroussé, ses mous. La moue Darieux avant la moue Bardot. Voilà le personnage de cette jeune femme moderne qui est, je pense, bien résumé dans cet extrait. Alors voici un autre extrait dans lequel, cette fois-ci, elle est habillée un peu en garçonne et j'en dis pas plus. Me l'offrir, je ne donnerai pas ma place pour celle du voisin. Je ne donnerai pas ma place et le roi n'est pas mon cousin. Roxane et Roupière pour mon genre me coucherai sur leur testament que je ne serai vraiment pas plus heureuse. Je ne crois pas que sous le soleil il existe un bonheur pareil, que la vie me semble merveilleuse. Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon. Je ne donnerai pas ma place, elle est trop bonne et j'ai le filon. Tous mes ennuis s'effacent, l'espoir est dans mon cœur. À tous les gens qui passent, je veux crier mon bonheur. Je ne donnerai pas ma place pour celle du voisin. Je ne donnerai pas ma place et le roi n'est pas mon cousin. Voilà, donc un échantillon de la Darieux chanteuse. Donc dans ses films, elle chante très souvent dans les années 30, elle swing, ce qui est assez nouveau pour l'époque. Et puis, vous avez vu, donc elle est habillée comme une garçonne avec sa cravate et elle conduit une voiture. Donc tout ça, ce sont effectivement des signes de cette nouvelle jeune femme. Dernier extrait d'un Mauvais garçon où vous allez voir, elle plaide. Et c'est du plus profond de mon cœur, messieurs les jurés, que je vous demande d'avoir pitié de mon client. Le vulgaire assassin coupable d'un crime odieux, comme l'a dit monsieur l'avocat général, n'est en réalité qu'une pauvre victime de la société, un dégénéré aux tares incurables, et que par bonté, messieurs les jurés, vous enverrez à l'asile, et non pas à l'échafaud. Bravo! 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 Oh, bravo! C'est merveilleux! Oh, ma chérie, tu m'as émue jusqu'aux larmes. Oui, eh ben, je n'aime que toi, maman. Depuis 17 mois que je suis inscrite au barreau, j'ai pas encore vu l'ombre d'un client. Oh, du courage, ma chérie. Je suis sûre, tu entends que tu deviendras nos plus grands avocats. Non. Mais pourquoi pas? Tu es éloquente, tu es persuasive, ta robe te va ravir. Il ne te manque qu'une chose, un grand criminel à défendre. Voilà, alors on voit comment ces comédies sont très ambivalentes, c'est-à-dire qu'elle plaide, elle a alors mise en abîme aussi des dons d'actrices de Darieux dans ce petit extrait, et en même temps le film finalement va aboutir à l'échec de la jeune femme moderne qui voudrait être avocate. Donc finalement ces comédies, elles sont plus qu'ambivalente, mais malgré tout, même si elle rentre dans le rang à la fin, puisqu'elle va épouser le brave gars que lui a choisi son père, tout le long du film, elle a pu déployer cette vitalité, cette impertinence, et c'est quand même ça qui va rester dans l'esprit des spectateurs et des spectatrices de l'époque. Alors, un des films qui va aussi contribuer à faire d'elle une grande star, c'est Mayerling, qui ne s'inscrit pas du tout dans cette série de comédies ou de drames qui mettent en scène la jeune femme moderne. Mayerling va jouer un rôle important parce qu'elle y joue auprès de Charles Boyer, qui est une immense star à l'époque, qui fait une carrière à Hollywood.
Et donc, il y a tout un buzz à l'époque, avant que le film ne se tourne, autour de ce couple-là. Elle joue une jeune femme romantique, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est l'archiduc Rodolphe qui a une maîtresse, Mariette Serra, et donc cette union n'est pas acceptée, et ils vont commettre un double suicide, donc vraiment un pur mélodrame. Le film va avoir énormément de succès, outre-Manche, outre-Atlantique également, et Darieux est très bien dirigée par Litvak. Elle va jouer ce drame sans aucun pathos. Elle a vraiment un jeu tout en extériorité, un jeu extrêmement subtil qui va beaucoup marquer les critiques de l'époque, et en cela elle se démarque une fois de plus de certaines de ses consoeurs qui en font facilement beaucoup plus dans les années 30. Alors, comme ce film marche bien outre-Atlantique, eh bien, les studios américains vont s'intéresser au cas Darieux. Beaucoup d'actrices françaises vont faire le voyage, comme elle. Enfin, beaucoup. En tout cas, celles qui rencontrent beaucoup de succès en France. Donc, Darieux va tenter l'aventure. À ce moment-là, elle est déjà donc mariée avec Decoing. Ils se sont mariés en 1935. Decoing va l'accompagner. Elle va être son manager. Elle va y tourner donc cette comédie, The Rage of Paris, en français c'est La Coqueluche de Paris, dont le scénario est modelé en fait sur le personnage de Darieux, de la vraie Darieux, puisqu'il s'agit d'une jeune Française qui essaye de faire son trou aux États-Unis, qui va essayer de se marier avec un milliardaire. C'est une screwball comédie très enlevée, très réussie. Il y a Misha Hauer aussi, vous le voyez peut-être, il est au milieu, là, qui est très très amusant dans le film. Darieux a pris des cours d'anglais chez Berlitz avant de partir. Elle se débrouille très très bien, elle est extrêmement crédible. Son jeu, je trouve, est affiné dans cette comédie. Vous l'avez vu dans Un mauvais garçon, elle a des mots un petit peu appuyés, c'est un burlesque comme ça, un peu appuyé. Et là, elle va adopter cet underplaying à l'américaine. Donc le film marche plutôt bien, mais Darieux n'aime pas du tout Hollywood. Elle n'aime pas Hollywood parce qu'elle ne supporte pas la standardisation qu'on veut lui faire subir. On veut en faire une vampe américaine, on veut la coiffer d'une certaine façon, la maquiller d'une certaine façon. Elle se rebelle. Et la presse de l'époque en France se fait l'écho de cette rébellion, est très fière que cette petite Frenchie, cette petite Française se révolte contre Hollywood. Il y a beaucoup d'américanophobie à l'époque, donc elle va flatter en fait le chauvinisme français à ce moment-là. Et Darieux en fait va décider de casser son contrat avec Universal et va rentrer en France avec Decoing. Elle va y tourner de nouveaux films qui font beaucoup de succès, Katia, un film de tourneur, un mélodrame qui a beaucoup de succès, Port Arthur, Retour à l'aube. Et puis, cette dernière comédie qui va, j'ai envie de dire, achever les années 30 en apothéose, qui est Battement de cœur, de nouveau réalisé par Decoing, qui a beaucoup traîné sur les plateaux d'Hollywood, qui a observé comment travailler ses confrères et qui a beaucoup gagné, je trouve aussi, à observer justement ces méthodes hollywoodiennes, parce que Battement de cœur est sa comédie la plus réussie. Darieux y incarne de nouveau cette jeune femme impétueuse, insolente, qui, vous voyez, là, elle siffle avec ses deux doigts comme un garçon, elle parle l'argot, et en même temps, elle est délicieusement sentimentale. Et ça, c'est aussi une des magies de Darieux, et c'est pour ça qu'elle fonctionne si bien à ce moment-là, c'est qu'elle réunit, on va dire, cette espèce de supposé éternel féminin, de la sentimentalité et le côté effronté de la jeune femme moderne. Le film est un triomphe, il marche très très bien, mais la guerre arrive. En vérité, le film d'ailleurs sort en 40, donc il ne marche pas tout de suite en vérité. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais il reste très très longtemps à l'affiche et ça va être un triomphe. Alors, pour terminer sur cette décennie des années 30, vous l'avez compris, sa carrière a été d'emblée placée sous le signe du succès foudroyant. 27 films, elle est la mieux payée des actrices françaises entre 37 et 41. Mais donc la guerre arrive, la drôle de guerre pour commencer. Decoing va obtenir une autorisation spéciale pour tourner un film qui doit se passer à Megève. Donc vous envoyez un photogramme ici. Le film n'a jamais pu être terminé. D'abord parce que Decoing a une appendicite aiguë pendant le tournage.
et aussi parce que ça va être la débâcle et que l'autorisation spéciale ne va plus pouvoir perdurer. Donc il y a des rushs en fait à Bois d'Arcy, donc j'ai vu un petit peu ce que ça aurait pu être. C'est un film qui a l'air assez singulier. Et à ce moment-là, donc alors le titre d'ailleurs, Coup de foudre, est un petit peu ironique compte tenu de ce qui se passe entre Darieux et Decoing, puisqu'ils sont en train de se séparer. Mais à l'amiable, ils vont rester en très très bons termes et ils vont continuer à tourner ensemble. Alors à ce moment-là, que vont faire Darieux et Decoing? Bon, ils se séparent, mais pas tout de suite. Ils vont à Cannes, comme la plupart du cinéma français qui se réfugie à Cannes à ce moment-là. Et certains acteurs vont partir à Hollywood. Gabin, Morgan, Claude Dauphin, Jean-Pierre Aumont, etc. Eux, ils vont rester. Ils vont rester, Darieux et Decoing. Alors on peut penser que c'est aussi parce qu'ils en reviennent d'Hollywood et qu'ils n'ont pas été très heureux là-bas, donc ils n'ont peut-être pas envie de reprendre le chemin de l'exil. Et puis il se passe que Decoing va être sollicité par Alfred Greven. Alors Alfred Greven, c'est un Allemand nazi qui est à ce moment-là donc envoyé par Goebbels, donc ministre de la propagande en France, pour monter une maison de production qui s'appelle la Continentale, donc maison de capitaux allemands de droit français. Et Greven, ils connaissent bien, Darieux et Decoing le connaissent bien, puisqu'il était déjà producteur pour la UFA dans les années 30. Ils ont tourné même un film avec lui, enfin pour lui, qui était Le Domino Vert. Greven donc approche tout un tas d'acteurs et de réalisateurs de premier plan parce qu'il veut faire de cette firme Continentale la plus grosse firme française. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il va y avoir une espèce de chantage. On va faire comprendre aux autorités françaises que si les réalisateurs, les acteurs n'obtempèrent pas, le cinéma français ne va pas repartir. Toute production sera bloquée. Donc il y a ce chantage qui s'exerce et puis par ailleurs, il y a tout un tas de techniciens, de réalisateurs qui ont besoin de tourner pour vivre. Hein. Donc certains vont accepter. Ils vont accepter aussi parce que Greven leur promet qu'il n'y aura pas une once de propagande dans ces films qu'il va produire. Hein, donc pas de messages antisémites, pas de propagande pro-allemande. Et d'ailleurs, il va tenir parole. Hein. C'est tout à fait étonnant parce que Greven a quand même produit Le Corbeau de Clouzot, par exemple, ou La Symphonie fantastique de Christian Jacques, un hymne au génie français. Bon. Donc Decoing va accepter. Alors depuis, il y a un livre qui est sorti qui est très très intéressant. Je dis depuis en fait que j'ai écrit moi mon livre, il y a une historienne qui a eu accès à des archives que j'ai pas pu exhumer moi et qui permet vraiment d'avoir une idée très précise de la façon dont ça s'est passé. Donc ce livre a été écrit par Christine Leteux et donc Decoing a obtempéré, mais il s'est beaucoup battu sur les tournages. Hein, il n'était pas du tout à la botte de Greven. Alors, quand j'ai écrit, moi, mon livre, très souvent, quand j'en parlais autour de moi, on me disait « Ah oui, Darieux, hein, pendant l'occupation, elle a collaboré, etc. » Évidemment, les gens pensaient à ces archives que Marcel Ophuls a exhumées dans son film documentaire « Le chagrin et la pitié », un film qui est sorti dans les années 70. Ces archives, là, on en voit une image hein, donc dans le train, donc qui concerne le fameux voyage à Berlin, donc un certain nombre d'acteurs français, dont Daniel Darieux. Alors il y a aussi Viviane Romance, Albert Préjean, Junie Astor, etc., qui font ce voyage. Dans Le chagrin et la pitié, il n'y a pas de contextualisation, ou plutôt il n'y a pas d'explication sur le véritable contexte dans lequel s'est fait ce voyage. En ce qui concerne Daniel Darieux, Greven, en fait, a exercé le chantage suivant. Darieux, donc, n'était plus marié avec Decoing et elle avait trouvé un autre amoureux qui était Porfirio Rubirosa, qui était un diplomate dominicain. Or, Rubirosa était considéré d'abord comme un ennemi des Allemands, puisque, en tant que dominicain, comme la République dominicaine était alliée des Américains, de fait, c'était donc un ennemi. Ensuite, il était farouchement anti-nazi et il le disait, et il a fini par être emprisonné en Allemagne, dans un camp d'internement
pour diplomate. Il était suspecté d'être espion, etc. Donc évidemment, Daniel Darieux, qui à ce moment-là n'était que fiancé avec lui, était affolé. Et Greven a exercé ce chantage. Elle lui a dit, si vous voulez revoir Ruby Rosa, il faut participer à ce voyage. Il a tenu parole, puisque Darieux a pu voir Ruby Rosa. Et Ruby Rosa, finalement, a été exfiltrée, a été échangée contre des Allemands. Donc elle a réussi... alors c'est pas elle, en vérité, qui l'a exfiltrée. Ça s'est fait, en vérité, à Lisbonne. En tout cas, donc Greven a tenu parole. Donc elle a fait ce voyage. Avant qu'elle fasse ce voyage, elle a tourné avec Decoing, Premier rendez-vous, une comédie très proche de Battement de cœur. Le scénario écrit par Max Colpé, qui était déjà sur Battement de cœur, est très proche, puisque c'est de nouveau une orpheline qui va épouser un jeune homme de bonne famille. Max Colpé, au passage, qui était juif et qui n'est pas crédité pour Premier rendez-vous, Decoing le fait travailler en sous-main et va l'aider à aller en Suisse. Donc Decoing s'est très très bien en fait comporté pendant l'occupation. Donc elle va tourner ce film qui est un triomphe, un énorme succès de l'occupation, avec cette chanson qui est un tube. Et elle va enchaîner après avec Caprice et La fausse maîtresse, qui sont de nouveau deux comédies qui ont énormément de succès également. Elle les fait un peu, carrément même, elle n'a pas envie de les faire, et Greven exerce toujours son chantage. Et puis, une fois qu'elle a tourné La fausse maîtresse et qu'il vient la revoir pour qu'elle continue à tourner, elle dit non. Et à partir de ce moment-là, Greven, par mesure de rétorsion, va lui dire, puisque c'est ça, elle ne tournera plus du tout. Et en plus, elle va être blacklistée, son nom n'apparaîtra plus dans la presse, etc. Donc elle va être forcée pendant 3 ans à l'inactivité. Elle sera à Megève, en résidence surveillée, avec Ruby Rosa. Au passage, ce qui est intéressant avec ces 3 comédies, donc, qui sont produites par la Continentale, ce sont des comédies qui mettent en scène les rapports entre les hommes et les femmes, donc des comédies à l'américaine. Et il y a un sous-texte dans ces 3 comédies qui concerne la crise de la masculinité. Les hommes dans ces films, sont en crise, ils se cherchent, et Daniel Darieux, comme dans les années 30, y incarne des jeunes femmes de tête, déjà des femmes fortes, et des femmes célibataires, sans enfants, et qui déploient toujours la même vitalité, la même impertinence, alors que le discours de Vichy, c'est il faut que les femmes rentrent à la maison, fassent des enfants, etc. Donc on voit qu'elle arrive à maintenir ce personnage, y compris sous l'occupation. Alors, en 1945, à la Libération, elle n'est pas inquiétée, contrairement à des Arletty, des Mireille Balin, etc., ou des Corinne Lucher, et sa carrière va repartir très vite. Alors, elle-même a un regard assez négatif sur cette après-guerre, dans le livre qu'elle a écrit avec Jean-Pierre Ferrière, où elle commente des photos. Elle dit, voilà, c'est des années un peu grises, j'ai fait des mauvais films. On a parlé de tunnel de l'après-guerre. Bon, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en vérité, elle tourne tous les ans. 45, 46, 47, donc un film de Marcel L'Herbier, un film de Raymond Bernard, donc des comédies, des grosses productions, comme Ruy Blas, adapté par Cocteau, ou Bethsabée, un film très mauvais, là c'est sûr, mais qui attire énormément de monde, 3 millions de spectateurs. Donc des grosses productions, et elle est toujours aussi présente dans la presse de l'époque, donc elle n'est pas du tout éclipsée à ce moment-là. Cela dit, alors elle, d'abord elle a un mauvais souvenir de cette période, d'abord je pense parce que au plan personnel c'est compliqué, puisque sa relation bat de l'aile avec Ruby Rosa, elle s'était mariée avec lui en 1942, et Ruby Rosa, qui est un Casanova incurable, la trompe, et elle commence à en avoir vraiment assez, donc elle va se séparer de lui, ils vont divorcer. Elle va avoir une nouvelle liaison pendant 6 mois, mais ça ne dure pas plus longtemps que ça. La presse va un peu la harceler en vérité à cette époque-là. Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle a un mauvais souvenir de cette époque. Le film qu'elle considère comme le film de sa résurrection, c'est « Occupe-toi d'Amélie »,
qui est un petit bijou de comédie, d'après Feydeau. C'est sa première collaboration avec Claude Autant-Lara, qui signe là un film d'une inventivité formelle folle. Et je vous montre un extrait. Mademoiselle a sonné. Oui, fermez la fenêtre et puis enlevez ces tasses et ces petits verres qui traînent. Mademoiselle n'aura plus besoin de moi ce soir? Non, merci, Adonis. Hé là, j'ai pas fini. Bon, ça. Oui. Eh ben ça. Oh, chameau. Qu'est-ce qu'il y a? Il a giflé. Étienne. Quoi? Oui. J'arrive. Étienne, il m'a giflé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Étienne, il m'a giflé. Oh, petit salaud, t'es pas nous. Parfaitement, j'ai giflé, mais ça lui a changé, c'est du voleur. Oui, Elle m'a battu devant tout le monde. C'est pas vrai? Si. Oh mon Dieu. Tu veux que je te délace? Ah non, pas pour ça. Papa, tu arrives bien. Qu'est-ce que tu as encore fait, Adonis? Moi? Mais c'est lui. Ah, je vous en prie, qui est-ce qui a commencé? Oh, ça par exemple. Il sifflait les liqueurs. C'est pas ce que je te parle. L'as-tu caloté la première, oui ou non? Non, évidemment. Eh bien, tu as eu tort de lever la main sur un homme. Vous n'attendez pas qu'elle lui fasse des excuses, tout de même. Et pourquoi pas quand on a eu tort? Oh, c'est trop fort. Monsieur Étienne, je converse à ma fille. Allons, Amélie, laisse-toi aller. Dis-y un mot. Allons, voyons, Amélie. Sois gentille. Dis-y un mot. Ah, non. Amélie, je t'envoie Adonis. Amélie, je t'interdis, tu entends? Ah, vos silences! Mais sacristie, j'ai le droit de donner mon avis. Je suis quelqu'un ici. C'est moi qui paie. Eh ben, contentez-vous de ça. Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça. Mais à l'image de ce que doit être un Feydeau, et vous aurez pu observer le génie comique de Darieux, un monté sur ressort. Ils ont tous l'air de pantins. C'est vraiment la mécanique plaquée sur du vivant, ce film. Et donc, ce rôle va être remarqué. Enfin, la prestation de Darieux, elle manque de près d'avoir la distinction suprême au Festival de Cannes. C'est Isa Miranda qui va lui souffler. Et en tout cas, ça va lui permettre de rentrer dans cette nouvelle décennie des années 50 avec dire beaucoup d'énergie. Et elle va redevenir à ce moment-là, alors elle n'a jamais quitté, hein, donc je l'ai dit, les journaux, etc., mais elle va retrouver, c'est vrai, encore plus de popularité dans les années 50. Alors en même temps, elle ne va plus pouvoir jouer ces jeunes femmes modernes, délurées des années 30, ces femmes clownesques. Elle a quand même mûri. Elle va être plus sophistiquée. Elle va changer un petit peu de registre. Elle va tourner 27 films, hein, donc elle va de nouveau tourner énormément pendant ces années 50. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va continuer à incarner des personnages de rebelles, de révoltés. Pas uniquement, on va voir, hein, elle a une grande palette de rôles dans les années 50, mais quand on regarde en proportion tous les rôles qu'elle a dans les années 50, il y a beaucoup de personnages comme ça, de femmes qui se révoltent contre le patriarcat. Et c'est le film qui va être projeté ce soir. La vérité sur Bébé Donge en est
un des exemples flagrants. Donc, dans ce film, Darieux se révolte contre son mari, incarné par Gabin, c'est leur première collaboration. Elle se révolte contre l'hypocrisie bourgeoise. C'est un film qui est un véritable réquisitoire contre le couple bourgeois, contre ses faux-semblants, contre l'aliénation que subissent les femmes. C'est un film très noir, très sombre, très très beau. Je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, de rester pour le voir. Et elle a là un de ses très grands rôles des années 50. Le temps presse, donc je n'ai pas le temps de développer, hélas. Elle va aussi retrouver des rôles de femmes modernes, donc pas des femmes clownesques comme dans les années 30, des femmes qui ont envie d'être indépendantes, comme ce rôle que lui donne de nouveau Decoing dans Bonnes à tuer, qui n'est pas le meilleur film de Decoing, mais dans ce film, elle incarne une femme indépendante, qui est céramiste, qui a une grande liberté dans sa vie, et d'ailleurs, elle va payer pour cette liberté dans le film. Châteaux en Espagne aussi lui offre ce type de rôle, et dans Typhon sur Nagasaki, qui va bientôt être programmée ici, elle est une reporter, une écrivaine qui part en mission en Chine et au Japon. Et là, donc, elle donne la réplique à Jean Marais, un film qui a beaucoup de succès, plus de 3 millions de spectateurs à ce moment-là. Elle va aussi jouer des femmes qui cherchent à s'émanciper dans cette décennie. Alors, il y a L'amant de Lady Chatterley, donc adapté, bien sûr, du roman célèbre de D.H. Lawrence, dans lequel donc, elle est mal mariée et elle va chercher à s'émanciper à travers une sexualité libre. Marc Allégret vient la chercher pour incarner ce personnage. Les dialogues sont de Joseph Kessel, d'ailleurs, soit dit en passant. À la fin de la décennie, elle joue aussi dans un mélodrame très beau, qui est assez méconnu, où elle donne la réplique à Jean-Claude Brialy. Au début, elle incarne le rôle d'une vieille fille qui est maltraitée par sa mère, Françoise Roset, qui est absolument épouvantable, et elle va, une fois de plus, s'émanciper et avoir une liaison avec un garçon beaucoup plus jeune qu'elle, de 15 ans de moins qu'elle, donc Brialy, et quitter sa mère, aller à Paris, prendre un travail. Et d'ailleurs, il y a une espèce d'inversion aussi des rôles, puisque Brialy est aveugle dans le film, donc il ne peut pas travailler, donc c'est elle qui travaille pour le couple. Alors, ces femmes fortes des années 50, elles sont aussi quand même très souvent perçues comme des femmes dangereuses par les scénaristes et les réalisateurs, qui sont presque tous des hommes à cette époque-là. Donc, une femme fatale, une femme dangereuse, elle a souvent des rôles d'empoisonneuse. C'est le cas dans La vérité sur Bébé Donge. C'est aussi dans le cas dans Le désordre et la nuit, un beau film noir de Gilles Grangier, où elle retrouve Gabin. C'est aussi le cas dans un autre film de Decoing, cette fois-ci c'est L'affaire des poisons, où elle joue le rôle de la Montespan, donc qui empoisonne sa jeune rivale. Elle est face à Viviane Romance ici. Donc elle va aussi avoir ce très beau rôle de Marie-Octobre que lui donne Julien Duvivier. Donc vous connaissez certainement ce film, donc elle est entourée de toute une pléiade d'acteurs célèbres, Lino Ventura, Blier, Meurice, etc. Et elle est cette femme forte, implacable, qui fait justice. Ce qui est intéressant au passage, c'est que Duvivier n'a aucun problème pour lui confier le rôle d'une résistante, d'une ancienne résistante. Nous sommes à la fin des années 50, et vous voyez que ce voyage à Berlin, à ce moment-là, n'est pas du tout... ne lui porte pas du tout préjudice. Donc elle incarne sans problème ce personnage de façon très crédible. Hollywood vient la rechercher dans les années 50, et à chaque fois, elle a de nouveau des rôles de femmes émancipées, de femmes fortes, dans une comédie musicale, Rich, Young and Pretty, où elle est une femme qui a laissé tomber sa fille. Elle s'est mariée avec un Américain, elle a eu sa fille aux États-Unis, puis elle s'ennuie aux États-Unis, et elle laisse sa fille à son mari, et elle vient en France pour retrouver sa carrière de chanteuse. Et donc, le film ne la stigmatise pas du tout, d'ailleurs. C'est un personnage très positif. Bon, elle va retrouver sa fille, Jane Powell, tout va rentrer dans l'ordre. Elle est également choisie par Robert Hossein pour jouer dans un péplum avec Richard Burton,
qui n'a que 7 ans de moins qu'elle, mais elle y incarne pourtant sa mère. C'est une femme forte qui intrigue pour son fils dans ce film. Et puis elle joue donc dans ce film merveilleux de Mankiewicz, qui est L'affaire Cicéron, avec James Mason, un de ses rôles, je trouve, les plus forts, où elle est une femme fatale, mais aussi une femme, surtout redoutablement intelligente, et qui se venge en fait de Mason, qui la malmène. Et donc, vous voyez, une fois de plus, Hollywood la voit comme cette femme, une femme de tête. Alors, on ne peut pas parler des années 50 sans évoquer, évidemment, la collaboration qu'elle aura avec Max Ophuls, donc qui a adoré Daniel Darieux, qui lui donne donc 3 rôles de premier plan, donc dans le film à sketch La Ronde, puis ça sera Le Plaisir, et enfin Madame 2. Alors, donc j'ai déjà dit que Max Ophuls admirait les qualités de jeu de Darieux, et Darieux a adoré la façon dont Ophuls l'a dirigé. Elle expliquait que, en fait, avant les prises, il la mettait dans une espèce d'ambiance en lui parlant de tout un tas de choses qui n'avaient a priori pas de rapport avec le personnage. Et puis en vérité, ça avait un rapport très net. Et du coup, ça l'aidait, ça la mettait dans une espèce d'ambiance. Et du coup, elle déployait un jeu d'une justesse rare, absolue. Quand Ophuls est mort prématurément, à la suite de l'échec de Lola Montes, elle s'est trouvée très démunie, elle le raconte. Mais du coup, quand elle était face à un réalisateur qui ne lui demandait pas grand-chose, avec lequel elle s'ennuyait, elle se demandait « mais qu'est-ce que m'aurait demandé Ophuls ?» Et ça l'aidait à mieux jouer. Alors, ces films d'Ophuls s'inscrivent dans une mode patrimoniale, puisque Ophuls adorait la Belle Époque. Donc, il situe souvent ces films au moment de la Belle Époque. Il s'inscrit donc dans ces films patrimoniaux des années 50, patrimoniaux, c'est-à-dire beaucoup d'adaptations littéraires, qui sont des gros succès. Le Rouge et le Noir, énorme succès, le plus gros succès d'ailleurs de la décennie pour Darieux, plus de 4 millions de spectateurs. Il y a Pot-Bouille aussi, qui est une autre adaptation. Mais les films d'Ophuls vont bien au-delà de cette mode patrimoniale. D'abord, donc, c'est un cinéaste, vous le savez, baroque, qui interroge tout le temps les apparences, l'illusion, qui met en scène l'instabilité des choses. Et il va demander à Darieux d'incarner dans Madame 2 le vide, l'inexistence. Et donc, elle va livrer une interprétation tout à fait saisissante. Et je vais vous montrer un extrait donc de ce film où elle va jouer l'errance. Voilà, je vous mets l'extrait, ça sera plus parlant. Les valises sont prêtes. Mais pouvez-vous me dire pourquoi nous devons déjà partir? Nous venons d'arriver. Ça fait 7 villes en 5 semaines. Tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi. Voilà, donc c'est déjà presque du Antonioni, l'errance de la femme, là pas dans la rue mais au bord de la plage. Un autre extrait très célèbre. Ah, pourquoi ça marche pas? Attendez, excusez-moi, j'arrive pas à voir la flèche là, c'est tout petit. Ah zut. Alors là. Je suis bien embêtée parce que j'arrive pas à avoir la main. Voilà. Quand on pense qu'il a fallu qu'elles aillent à Constantinople pour me revenir.
Je suis ravi de vous voir chez moi, mon cher. D'autant plus ravi que... rien, dans notre conversation d'hier au cercle, ne pouvait me faire prévoir ce plaisir. En effet, c'est par hasard. Un heureux hasard, je dois le dire. Car vous allez pouvoir présenter vos souhaits de bon voyage à Louise, qui part pour quelques jours. Peut-être pour quelques semaines. Vous ne le saviez pas? Ma foi, non. Vous ne l'avez donc pas vu? Si. Si. Il ne nous a rien dit. Les femmes, mon cher, toutes les mêmes. Des mystères pour les choses les plus simples. Bonsoir, Reine. Vous m'amusez. Pourquoi? Notre ami vous expliquera. Si vous voulez bien l'accompagner, il est temps. Votre train part dans 1 heure. Au revoir, cher ami. Au revoir. Où pourrais-je vous écrire? Ma femme de chambre vous enverra mon adresse. Revenez bientôt. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Revenez. Voilà, donc sublime Daniel Darieux dans cet extrait très connu, hein, avec cette fameuse antiphrase merveilleuse, qui est une des plus belles déclarations d'amour, certainement. Donc, on peut dire qu'avec Max Ophuls, c'est vrai qu'elle a atteint certainement un sommet, hein, un sommet en termes de jeu. Et du coup, comment va-t-elle faire pour aborder les années 60 ? Ophuls n'est plus là. Et puis, elle a 40 ans dans les années 60, et puis il y a un nouveau cinéma, la nouvelle vague, tout un tas de nouveaux visages. Donc, comment faire pour durer ? Alors, ça ne va pas être évident. Elle va continuer malgré tout à tourner, beaucoup. Moins de rôles intéressants, il faut bien le dire, hein, plus de second rôles, des films dans des sketchs, comme par exemple, des films à sketch, comme Le Diable et les 10 Commandements de Julien Duvivier, où elle a un sketch extraordinaire avec Alain Delon, extraordinaire et hyper subversif, puisque Delon est son fils, qu'elle n'a pas élevé, et elle va flirter avec lui. Donc c'est vraiment un moment, vous voyez, elle continue à être sulfureuse dans les années 60. Elle va donc devenir souvent une mère dans les années 60, par exemple la mère aussi de Sylvie Vartan, dans une comédie, Patate, où elle reste une femme moderne dans le sens où c'est elle qui est un peu le chef de famille, son mari ne gagne pas vraiment d'argent, donc c'est elle qui est obligée d'assurer pour la famille, et en même temps c'est une mère moderne dans le sens où elle couvre les frasques de sa fille, donc tout se passe comme si Sylvie Vartan était un petit peu un avatar de la Dédé des années 30, hein, la star des yéyés, reprend le relais. On va la retrouver quand même dans des films où elle restera dans le champ du désir, où elle continue à avoir des histoires avec des hommes plus jeunes qu'elle. Je pense au Dimanche de la vie, qui est un film tout à fait méconnu, donc qui est une adaptation de Queneau, réalisé par Jean Herman, qui en fait est Jean Vautrin, enfin l'écrivain bien connu Jean Vautrin, qui est un film très singulier, très original. J'espère qu'on aura l'occasion de le montrer pendant la rétrospective. Elle joue aussi dans le seul film qu'a réalisé Jean Quérol, un film d'auteur qui est donc Le Coup de grâce, film tout à fait singulier, qui peut ressembler à certains égards à Muriel, le film de Resnais, puisque Jean Quérol était le scénariste et le dialoguiste de Muriel.
Dominique Delouche, qui est un adorateur de Darieux, va lui offrir un rôle important dans Les 24 heures de la vie d'une femme, dans Le sillage d'Ophuls, puisqu'Ophuls voulait adapter cette nouvelle de Zweig. Donc elle est de tous les plans dans ce film, et elle est de nouveau dans une histoire d'amour avec un garçon qui a l'âge d'être son fils. On va la retrouver aussi dans des films audacieux, comme ce film de Romain Gary, qui est interdit au moins de 18 ans à sa sortie, en 68, où elle joue le rôle d'une tenancière de maison close, lesbienne, qui tombe amoureuse de Jean Seberg, un drôle de film, avec Maurice, un drôle de film, vous m'avez comprise, film très étrange, pas très réussi, il faut quand même l'avouer. Romain Gary est un très grand écrivain, mais là, ce film est pas très convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec un gros casting. Hein, donc voilà, il y a aussi Pierre Brasseur dans ce film. Mais évidemment, le film qu'on retient pour les années 60, c'est eh bien, Les Demoiselles de Rochefort, extrait. Bonjour messieurs. Bonjour. Frites. Frites. 2 frites. 2 frites. Alors, c'est la fête? On vient d'arriver. Ça va faire marcher le commerce. On n'avait pas besoin de ça. Voilà, messieurs. Esther et moi, on va faire un tour en ville. C'est pas le moment. On n'est pas aux pièces. Ciao. Ciao. Elles n'en foutent pas lourd. Vous n'êtes pas très galant avec vos dames. Ce ne sont pas nos dames. Enfin, presque pas. Ce sont des artistes? La petite blonde fait le numéro du chapavanais indien. Voilà, j'arrête là l'extrait. Donc vous voyez, on est en 67, elle a 50 ans. Elle fait vraiment moins, elle a gardé sa ligne, elle a une modernité encore dans l'allure. Vous voyez qu'elle a cette grâce incroyable dans le mouvement. Les deux personnages, là, Georges Chakiris et son compère, croient qu'elle est la sœur des sœurs d'Orléac, autrement dit de ses filles. Hein, à chaque fois, elles lui disent « Oh là là, vous faites jeune, vous êtes tellement batte, etc. etc. » Elle est la mère de Catherine Deneuve. À ce moment-là, elle avait déjà été dans L'Homme à femme, un film de 60, et elle le sera à nouveau à plusieurs reprises. Je n'ai pas le temps de vous montrer cet extrait, je pense que je vais vous montrer à la toute fin, ça sera une espèce de petit point d'orgue où elle chante. Et j'aborde les années 70, qui vont être quand même le creux de sa carrière, puisqu'elle ne tourne que dans 4 films. Alors pourquoi? Parce que les cinéastes ont du mal à employer une femme de 50 ans, et du coup elle va comment dirais-je, faire beaucoup de théâtre à ce moment-là, et aussi de la télévision, mais elle va quand même avoir donc ce rôle avec Gabin, c'est le dernier film de Gabin, L'année sainte, donc où elle, espèce de retrouvailles comme ça, les vieux de la vieille qui mangent du saucisson, un petit peu comme des tontons flingueurs quelques années après. Elle va également jouer dans Le Cavaleur avec Jean Rochefort, où elle est une châtelaine encore très séduisante, qui est la grand-mère d'une jeune fille moderne des années 70, qui fait du nudisme, et elle cautionne cette espèce de liberté de sa petite fille. Donc c'est la grand-mère cool des années 70. Donc là, vous voyez, il y a ce jeune homme qui fait lui aussi du nudisme, qui est un copain de la petite fille. Elle va jouer dans un film que Delouche va lui concocter, qui est Divine. Donc c'est un film en couleur, mais je n'ai pas trouvé une image en couleur. Donc on la voit déguisée un petit peu en Liza Minnelli dans Cabaret. Elle chante du Kurzweil, une comédie musicale entièrement à la gloire de Darieux, qui est un peu dans une veine à la demi. Et puis elle va jouer dans ce film insensé qui est Rose rouge et piment vert, donc Peccato mortale en italien, parce que c'est une coproduction franco-italo-espagnole, un film qui est tourné en Espagne, à Madrid. Film très étrange où elle joue le rôle d'une mère
qui a une relation très édipienne avec un fils qui est une petite frappe qui se prostitue. Elle a une histoire avec un Anglais un peu plus jeune qu'elle. C'est un film avec Gina Lollobrigida, ça part dans tous les sens. C'est vraiment une curiosité. Et elle accepte de jouer dans ce film vaguement érotique. Donc ça montre son ouverture d'esprit. Alors elle a aussi peut-être besoin de cacher, parce qu'elle avait toujours besoin d'argent, Darieux. Son troisième mari, Georges Mitsinkides, ne travaillait pas. Donc il fallait aussi qu'elle fasse bouillir la marmite. Ça explique peut-être pourquoi elle a joué dans ce film, mais je pense aussi que ce personnage très libre a pu aussi l'inspirer. Au début des années 80, deux cinéastes vont lui offrir deux rôles importants. Demi, donc, dans Une chambre en ville, avec ce rôle de Madame Langlois, un rôle de femme forte. Et puis Paul Vecchiali va lui offrir ce rôle important où elle est de tous les plans, d'en haut des marches. Deux rôles qui vont être salués par la critique, qui vont la remettre un peu dans la lumière et qui vont certainement faire qu'un certain nombre de cinéastes vont aller la rechercher pour jouer. Je pense à Téchiné, qui va donc lui offrir un rôle dans Le lieu du crime, où elle est de nouveau la maman de Catherine Deneuve. Je pense aussi à Claude Sauté, qui en fait la mère de Daniel Auteuil. Benoît Jacquot lui donne un rôle dans un film, un drôle de film avec Jean-Pierre Léaud, un film où elle joue un personnage complètement foutraque, en roue libre, pochetronne, qui passe son temps à jurer, et elle a adoré jouer ce rôle. On la trouve aussi après dans les années 90 chez un certain nombre de cinéastes, dans les années 90 et 2000, dont Jeanne Labrune. Alors, qu'est-ce qu'elle va incarner du coup dans son grand âge, Danielle Darieux? Eh bien, très souvent des grand-mères indignes, des grand-mères empoisonneuses, comme dans 8 femmes, puisqu'elle a quand même de nouveau empoisonné son mari dans 8 femmes, et puis aussi elle est un peu pochetronne, hein, elle a sa petite bouteille de whisky tous les soirs, là, et puis elle va jouer aussi une grand-mère apparemment bourgeoise et très digne dans L'heure zéro, mais enfin elle fume de l'opium dans sa chambre toute seule, et elle rigole bien quand elle fume son opium. Et puis dans son dernier film, Pièce montée, eh bien, elle va tirer un peu les ficelles. Alors, elle joue de nouveau une grand-mère qui appartient à un milieu très bourgeois. Donc, elle marie sa petite fille, jouée par Clémence Poésy. Mais en fait, elle a tout fait, elle a tout manigancé pour que ce mariage soit célébré par un prêtre qui est joué par Jean-Pierre Mariel, qui n'est autre que son ancien amant. Et elle a même eu un enfant avec ce prêtre. Il était déjà prêtre quand elle a eu cet enfant. Donc, elle est de nouveau une femme voilà, très subversive. Et elle va avoir une merveilleuse scène d'amour chaste avec Marielle. Très belle scène, je vous montre, j'ai un photogramme. Voilà, hein, on la voit là. Donc elle s'offre un dernier rôle de femme amoureuse. Hein. Elle a 93 ans, elle est encore magnifique. Alors elle est aussi, dans les derniers moments de sa carrière, une grand-mère idéale, une grand-mère moderne, comme dans ce film de Jeanne Labrune, vous voyez, où elle fume des clopes avec Jeanne Balibar, où elle conduit une voiture décapotable. Et donc à plusieurs reprises, elle a ces rôles de grand-mère comme ça, dans le cou. C'est difficile quand on a 80 ans passés d'avoir des premiers rôles au cinéma. Anne Fontaine va lui en offrir un dans Nouvelle Chance, qui est un film complètement construit sur qui est Darieux dans la vie. En vérité, donc, Anne Fontaine a observé qui était Darieux et donc elle a vraiment écrit ce personnage pour Darieux. Voici un extrait. La Castafiore, on puisse se réputer un peu. Fais un petit travail sur les cordes vocales, là, maintenant. Asseyez-vous. Je vous préviens, il n'est pas question qu'on remonte dans le grenier. Il y a vraiment trop de poussière, puis il doit y avoir de l'amiante. D'accord. Ah, c'est mauvais. D'accord, il n'y a pas de problème.
J'espère, ma reine, que je n'aurai jamais à me repentir de ce que j'ai fait pour vous. Personne, non personne, madame, ne désire plus vivement votre amitié et n'en a pour vous une plus tendre et plus respectueuse. Les assurances d'attachement et d'amitié sont si communes et si en usage pour ceux qui ne s'aiment point que ceux qui s'aiment doivent s'en abstenir. Je n'ai rien de plus au cœur que le Mais mérite écoutez, de vos bontés. oui, Bettina, n'enchaînez pas tout de suite après mes répliques. Prenez un peu de temps, j'ai l'impression de courir le prix de Diane. Ah non, mais moi je pensais que c'était pour ne pas perdre le rythme. Bon, le rythme, c'est pas forcément la vitesse. Ah non, ça je sais. Bon, mais... en tout cas, c'était très bien, très bien. Et mieux. Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien justement, Augustin pensait qu'il fallait enchaîner avec la scène avec Guibert. Oui, mais Guibert, il a trouvé un nouveau Guibert? Ah mais vous n'êtes pas au courant, il a choisi de garder Raphaël. Alors en fait, donc Darieux, dans ce film, incarne une actrice à la retraite qui va être approchée pour jouer dans une pièce de théâtre avec Ariel Dombasle, donc la fameuse Bettina. Ce que je trouve très savoureux dans cet extrait, c'est qu'on voit que Darieux n'a pas sa langue dans sa poche quand elle arrive dans l'église. On ne va pas bientôt la débrancher, la Castafiore. Hein. Donc au passage, Dombasle Castafiore. Et puis après, ce que je trouve très beau, c'est la façon dont la chef opérateur Caroline Champetier s'approche du visage de Darieux, de ce visage qui est resté authentique, qui n'a pas été lifté, comme tant d'autres visages d'actrices de cet âge-là. Et donc on voit à ce moment-là cette mélancolie poindre. Et puis après, donc elle s'entraîne, puisqu'elle s'entraîne avec le personnage joué par Dombasle pour cette pièce de théâtre. Et vous voyez qu'elle donne une leçon de comédie à Dombasle. Le rythme, c'est pas la vitesse, lui dit-elle. Donc Darieux, maîtresse du tempo, Darieux, qui est cette actrice extraordinaire. Et donc, c'est pas son tout dernier film, mais certainement son dernier grand rôle. Donc on a parcouru 80 ans de cinéma grâce à Darieux. J'espère que vous aurez envie de venir voir donc, tous ces films qui vont être projetés au fil des semaines. Et que vous aurez autant de plaisir que moi à observer cette actrice merveilleuse qui nous a quittés à 100 ans, mais qui nous laisse tous ces films pour pouvoir encore l'admirer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'aurais peut-être une question de base. Enfin, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire cette recherche et d'écrire ce livre qui est magnifique. Je vous en remercie déjà pour l'avoir fait, parce que j'avais pensé justement en 2017 que Daniel Darieux allait avoir 100 ans, et je me suis dit, mais mince, il va y avoir personne qui va nous faire un hommage, qui va faire quelque chose, et vous êtes arrivés. Donc, en vérité, oui, alors la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est que, alors moi c'est une actrice que j'admire depuis maintenant de nombreuses années, que j'ai découvert via Battement de cœur, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans l'avant-propos de mon livre. Moi j'adorais les comédies américaines, et quand je regardais le cinéma français de la même époque, quand je regardais les comédies françaises, je trouvais les personnages souvent épouvantablement ringards. Et puis j'ai découvert Battement de cœur et je me dis, mais il y a une actrice française qui a ce côté pétulant comme ont les Claudette Colbert, les Catherine Hepburn, etc. Donc c'est ça qui m'a en fait intéressée au départ chez Darieux. Puis après j'ai découvert évidemment les films d'Ophuls, alors le film de Demy aussi. Enfin moi celui que j'aime vraiment c'est Les Demoiselles de Rochefort. Donc je l'ai trouvé évidemment éblouissante dans Madame II. Et puis à vrai dire, en 2017, moi aussi je me suis dit elle va avoir 100 ans. J'ai fait une conférence à la médiathèque de Monaco. Je leur ai proposé, ils m'ont dit oui, et à ce moment-là, je me suis replongée en fait dans toute cette filmographie, et je me suis dit mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un vrai livre consacré à cette actrice. Donc il y avait ce livre richement illustré chez Jean-Pierre Ramsay où elle commente sa carrière, et elle la commente souvent de façon très négative parce que elle est manifestement, ce n'était pas une femme narcissique, en dehors des films d'Ophuls, du Demy et peut-être de Téchiné, elle n'a pas un regard nécessairement très positif sur sa filmographie. Et je crois qu'elle ne prenait pas conscience que dans les années 30, ces personnages qu'elle incarnait étaient
vraiment très fort, quoi. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à réfléchir, en fait, sur toute cette carrière. Donc c'est ça qui m'a donné effectivement envie d'écrire ce livre. Voilà. Vous êtes une jeune femme, je trouve ça, enfin, je ne veux pas tomber dans les stéréotypes, mais c'est quand même étonnant. Mais moi, j'ai des goûts très rétro depuis très très longtemps. Non, mais j'aime le cinéma contemporain, mais non. Alors après, peut-être, alors vous me posez des questions un peu biographiques, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai été très attachée à mes grands-mères et que en vérité, quand je regardais les films de Darieux, ça me permettait de me dire, mais alors, donc c'est comme ça que vivaient mes grands-mères. Donc il y a aussi cette espèce de... Enfin, c'est comme ça que vivaient mes grands-mères. Non, parce qu'elles ne vivaient pas comme ça. Justement. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi, oui, cette espèce de fascination pour l'histoire. Moi, j'ai le goût de l'histoire. Donc, oui, je pense qu'il y avait aussi ce questionnement-là sur la condition des femmes dans les années 30, d'où l'on vient, finalement. Hein. Voilà, on est, nous, le résultat de ce qu'ont été nos mères et nos grands-mères. Donc, c'est ça aussi qui m'a interrogée. Ouais. Ce qui était intéressant, justement, dans votre livre, c'est que... Oh, c'est intimidant, ça. Ce qui m'a paru intéressant dans votre livre aussi, c'est que je ne savais pas à quoi m'attendre en réalité. Et je trouve que ce n'est pas une étude justement technique sur les réalisateurs, sur le choix de ces réalisateurs, si tant est qu'elle ait choisi ces réalisateurs, j'imagine que oui. Mais c'était surtout un regard sur la société au travers ne serait-ce que des magazines de l'époque, des magazines de cinéma et ça aussi, c'était fort intéressant, parce que finalement, c'est une étude de notre société au travers du cinéma. En vrai, c'est évidemment le reflet de notre société, le cinéma. Mais du coup, c'était doublement passionnant, parce que sur ces 80 ans, on voit évoluer notre société au travers de ces rôles, au travers de ces rôles de femmes, en plus, de femmes fortes, comme vous dites, parfois rebelles, parfois soumises, mais pas tant que ça, finalement. Donc, oui, donc voilà. Je vous remercie. Donc, je vais juste finir. Oui, bien sûr. Toujours une question, pas personnelle, mais concernant votre talent d'écrivain, en l'occurrence. Donc, je me permets de vous demander quel sera le sujet de votre Eh bien, écoutez, c'est encore en pourparler avec mon éditeur. Donc, oui, pour le moment, je ne peux pas encore révéler, mais en tout cas, il y a Est-ce que c'est sur le cinéma aussi? Oui, c'est toujours un rapport avec le cinéma, oui, de très près. Très près. Donc, un réalisateur ou... vous voulez absolument me tirer les verres du nez. Non, pas les verres. Enfin, si vous parlez en verre... Ça risque d'être une actrice, voilà. Ça risque d'être une actrice... Ouais. Et vous n'en saurez pas davantage. Vous n'en saurez pas davantage. Suspense pour 2018, donc. Merci. Je pense qu'un des films intéressants dans l'histoire filmique, si j'ose dire, de Daniel Darieux, c'est justement Premier Rendez-vous, qui, dans un contexte historique extrêmement sombre, qui était celui de l'occupation des Français, a apporté un peu de, comment dirais-je, de divertissement, et de légèreté, etc. À ce sujet, il est intéressant, vous avez évoqué Alfred Greven, dont je n'attendais pas du tout la venue dans cette conférence, quoique il y a le voyage de 42, etc. Alfred Greven, en fait, était quelqu'un qui avait une mission, qui savait exactement ce qu'il fallait faire comme produit pour un marché. Et en fait, c'était pour capter énormément d'argent. Bien sûr. Copier le modèle hollywoodien. Bien sûr, puisqu'il n'y avait plus de films américains à ce moment-là en France. C'était pour pomper l'argent des spectateurs français et des cinéphiles français, plutôt des spectateurs, et pour l'envoyer en Allemagne, puisque la Continentale était une des filiales d'une holding qui incluait le oui, bien sûr. Donc, tout à fait. Il n'avait aucun état d'âme, c'était un homme d'affaires. Bien sûr. Ouais. Avec quand même un petit côté, on va rendre, disons, positif pour les Allemands, dans le côté culturel, c'est à savoir qu'ils voulaient faire, entre guillemets, du bon travail, comme d'autres ont fait un abominable travail qui était très bon à leurs yeux.
dans d'autres exercices. Ouais. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que Greven ait laissé faire Le Corbeau ou bien La Symphonie Fantastique, qui est un film. Donc c'est un biopic sur Berlioz, La Symphonie Fantastique, hein, un film réalisé par Christian Jacques. Et on y voit une séquence où il y a Victor Hugo, Delacroix, Mérimée, et qui chantent les louanges de la France. Et on voit Victor Hugo qui dit la France et la lumière, etc. Ce film est produit par la Continentale. Donc, et d'ailleurs, Goebbels n'était pas content. Hein. C'est-à-dire que quand il s'aperçoit que ce film existe, il écrit dans son journal « Moi, je donne de l'argent, pas pour qu'on fasse des films qui flattent le patriotisme français ». Donc Greven était un personnage très ambigu, complexe. Et quand on voit donc le Corbeau, qui est quand même un film qui montre la pratique horrible de la délation, qui est quand même encouragée par les Allemands, il y a plein de paradoxes chez ce producteur. Ouais. Greven est quelqu'un dont en dehors de la partie professionnelle française, dont la vie est très peu connue, et je pense que c'est un intéressant sujet de recherche. Alors, je vous conseille le livre de Christine Leteux, où elle dit beaucoup de choses sur Greven. Ça s'appelle La Continentale, et donc il y a eu donc ce livre est sorti il y a quelques mois, donc je vous le conseille. Ouais. Cyclier dans un livre qui est... Oui, la France, c'est le cinéma de Vichy. La France de Pétain. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, il en parle déjà. Et lui c'est un témoin en plus, puisqu'il était jeune homme pendant la guerre. Ouais. On s'arrête là? Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci encore.